Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré au Moyen-Orient. Dans quelques secondes, nous revenons sur la fuite de 3 journalistes de la radio publique syrienne. Ils sont réfugiés à Paris, nous les avons rencontrés. Puis direction la frontière turco-syrienne. Les Syriens sont très nombreux à la traverser pour fuir les combats. Ils rencontrent un ultime obstacle, parfois meurtrier, des mines antipersonnelles. Et puis en fin d'édition, une exposition à ne pas rater à Londres, une trentaine de photographies contemporaines qui font voyager du Moyen-Orient à l'Asie centrale. Ils ont été les relais de la propagande du régime syrien pendant près de 2 ans. 3 journalistes de la radio publique ont quitté Damas pour se réfugier à Paris. Ils racontent le contrôle de l'information, mais aussi la paranoïa qui règne dans les rédactions. Christophe Dansette et Julien Sauvager ont rencontré 2 d'entre eux. Ils sont arrivés à Paris mi-décembre après avoir fui discrètement la Syrie par le Liban. Jusqu'il y a quelques jours, ces 2 journalistes travaillaient encore pour la radio d'État syrienne, une radio où l'information est contrôlée par le régime. À l'antenne, les mots sont soigneusement imposés, les manifestants deviennent des groupes armés, la contestation, un complot. Nous avions juste le droit d'utiliser les dépêches de l'agence officielle. Certes, nous avions des reporters sur le terrain, mais ils étaient avec l'armée du régime. Dès le début, dès les événements de Deraa qui étaient le déclencheur de la révolution, nous avions le sentiment que nous tuions le peuple syrien par les mots. Pourtant, pendant 21 mois, les 2 journalistes cherchent à rester. Ils espèrent pouvoir un jour annoncer le départ de Bachar al-Assad à l'antenne. Pendant tout ce temps, ils évitent de faire part de leurs opinions malgré plusieurs interrogatoires des services de sécurité. On travaillait sous une grande pression. Il suffisait qu'on pose des questions ou qu'on regarde des chaînes d'information différentes que les chaînes officielles syriennes comme BBC, Al Jazeera ou France 24 pour qu'on apparaisse comme suspect. Ces derniers jours, la situation devenait trop dangereuse. L'un de leurs collègues, Mohamed Saïd, a mystérieusement disparu, probablement enlevé par des hommes du régime. Les 2 n'avaient plus le choix, ils ont décidé de fuir. Désormais, ils espèrent qu'un nouveau chemin s'offrira à eux. Ils souhaitent créer une radio libre de la révolution et y annoncer un jour la libération du pays. Le gouvernement syrien est le seul au monde à avoir utilisé des mines antipersonnelles cette année. C'est ce que dénonce l'ONG Campagne internationale pour l'interdiction des mines dans son rapport annuel. Je vous le disais, des centaines de mines ont par exemple été placées à la frontière avec la Turquie. Et malgré le risque, nombreux sont ceux qui traversent légalement ou illégalement pour échapper aux bombardements ou pour ravitailler les zones rebelles en nourriture. Alors pour réduire le nombre d'accidents, les rebelles de la région d'Idleb essayent de s'en débarrasser. Pauline Paccard. Cela fait maintenant quelques mois que sa mère a perdu sa jambe. Comme beaucoup d'autres Syriens de cette région du nord-ouest, il a fui les combats dans son pays vers la Turquie voisine. C'est en voulant repasser la frontière pour apporter de la nourriture dans son village qu'il a sauté sur une mine. Nous avons quitté Djouvetchi. Nous avons passé les barbelés et avons marché près de 200 mètres sur une petite route. La météo était mauvaise et il y avait de la boue. Soudain, j'ai ressenti quelque chose et j'ai été projeté en arrière. Quand la mine a explosé, un éclat a touché celui qui marchait derrière moi. Il a perdu un œil. Pour les rebelles qui contrôlent cette région d'Idleb, il faut déminer. C'est ce que fait Abou, un ancien ingénieur qui a déserté l'armée régulière. Il parcourt aujourd'hui la frontière avec son détecteur de métaux, un engin rudimentaire mais qui a déjà permis d'extraire près de 500 mines. Ici, on a une mine prête à exploser. Elle a été déposée au cœur de cette ferme d'oliviers, ici dans la région de Ribet el-Djoz. Quand les réfugiés traversent la frontière, l'explosion leur coupe les jambes. La méthode de ces démineurs improvisés, un simple sac rempli de pierres, attaché au bout d'une corde. Les conditions de sécurité sont précaires. Damas n'a pas ratifié le traité international sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Raison invoquée, assurer sa sécurité face à l'armée israélienne. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ont dénoncé ces pratiques. Selon elle, le régime a installé des explosifs ici, dans le nord-ouest, le long de la frontière avec la Turquie, mais aussi le long de la frontière avec le Liban, là où passent les civils pour quitter le pays, là aussi où les rebelles seraient tentés de se replier. C'est l'armée de Bachar al-Assad qui a posé ces mines dans ces régions. Ils les ont plantées il y a plus d'1 an, le long de la frontière.
Certaines ont été posées dans les fermes, d'autres près de la frontière avec la Turquie. Les mines qu'ils peuvent déplacer, les rebelles les entreposent dans cette ancienne usine en attendant que la guerre soit finie. La colère des sunnites gronde en Irak. Plusieurs milliers d'habitants de la province à majorité sunnite d'Anbar ont commencé à bloquer une importante autoroute à l'ouest de Bagdad. Ils réclament la démission du Premier ministre chiite Nouri al-Maliki. Dimanche, d'autres cortèges se sont formés dans les provinces de Ninive et de Salaheddin, au nord de la capitale. Les détracteurs de Nouri al-Maliki lui reprochent d'être derrière une série d'arrestations politiques, des manifestations jugées inacceptables par le Premier ministre irakien. Et je vous propose à présent de nous arrêter sur la situation à Zingibar, c'est au sud du Yémen. Profitant de l'instabilité provoquée par la rébellion contre le président Saleh, Al-Qaïda avait tenté de s'emparer de cette ville il y a quelques mois. Les combats avaient été très violents depuis, le réseau terroriste a été chassé, mais rien n'est résolu. Reportage de Fawaz Al-Haïdari. Des quartiers quasiment rasés, des murs criblés de balles, Zingibar a des allures de cité fantôme. Cette ville du sud du Yémen a été il y a quelques mois le théâtre de violents combats entre l'armée et Al-Qaïda. À l'époque, la plupart de ces 90 000 habitants avaient pris la fuite. À leur retour, beaucoup n'avaient plus de maison. Quand nous sommes revenus d'Aden, nous avons compris que nous étions à nouveau déplacés à Abian. Et maintenant, nous vivons comme des déplacés. Les maisons ont été bombardées et la plupart des gens vivent dans les écoles de Zingibar. En mai 2011, Al-Qaïda s'empare de la ville, profitant des troubles politiques liés à la révolte contre l'ancien président Ali Abdallah Saleh. En juin dernier, l'armée parvient à en reprendre le contrôle, mais l'insécurité persiste et les reconstructions se font attendre. À l'image de Mariam, qui vit dans l'unique pièce intacte de sa maison, les habitants sont en colère. Le gouvernement qui va nous donner des compensations n'existe pas. Et ces criminels d'Al-Qaïda se sont enfuis après nous avoir mis dans cette situation. Nous ne pouvons rien faire, juste rester chez nous et nous battre pour survivre. Pour assurer la sécurité à Zingibar, l'armée est épaulée par les comités de résistance populaire. 300 hommes armés qui font office de policiers, pas suffisant pour ce père de 7 enfants. Il n'y a pas de police, pas d'armée, pas de sécurité, il n'y a rien. Nous avons peur, mais où peut-on aller? Nous n'avons que nos maisons et notre vie est ici. Ce que les habitants craignent avant tout, c'est le retour des partisans d'Al-Qaïda dans leur ville. Zingibar est le chef-lieu de la province d'Abian, où le réseau terroriste est particulièrement actif. Et un mot des relations israélo-palestiniennes. Pour la première fois depuis la mise en place du blocus en 2007, Israël a autorisé l'acheminement dans le territoire palestinien de gravier destinés au marché privé de la construction. Autre geste de la part de l'État hébreu, l'appel lancé par le président israélien à la reprise des négociations avec les Palestiniens. Pour Shimon Peres, le président Abbas est, je cite, un partenaire possible, position non partagée par le Premier ministre Netanyahou en pleine campagne pour les législatives qui se tiendront le 22 janvier. Et pour terminer, un conseil culturel, si d'aventure vous passez par Londres, ne ratez pas l'exposition du Victoria and Albert Museum, Lumière du Moyen-Orient. L'occasion de découvrir les photos d'une trentaine d'artistes, des œuvres majeures de la photographie contemporaine, de la fin du XXe siècle au récent printemps arabe. Témoignage historique, Lumière du Moyen-Orient retrace en images des moments forts qui ont marqué la région. Ici, la révolution islamique d'Iran, vue par le photographe iranien Abbas. Des images de violence, mais aussi des photos plus légères, tout aussi étonnantes. L'Iranienne Mehrane Atashi a réussi à se glisser à l'intérieur d'un centre de sport masculin, alors que le lieu est strictement interdit aux femmes. Derrière les portraits d'hommes virils, son vrai sujet, c'est elle-même. Je pense que le sentiment de résistance et le sens critique sont très présents dans les œuvres de cette exposition.
Et il est clair que ces notions ne sont pas apparues d'un coup après 2010, mais qu'elles sont dans l'air depuis bien longtemps. Avec ces images, l'égyptienne Nermine Hammam propose une nouvelle lecture de la révolte égyptienne. L'artiste s'amuse à superposer des photos prises pendant le soulèvement contre Hosni Moubarak sur des décors improbables. Ici, des soldats en patrouille, dans les rues du Caire, sont projetés dans des environnements poétiques. Hammam cherche ainsi à humaniser les militaires, mais chacun est libre d'y voir ce qu'il veut. Quelqu'un m'a appelé ici en Angleterre pour me dire que ce que je montrais, c'était des soldats au paradis. Ce qui arrive aux soldats musulmans quand ils meurent. Je n'avais jamais pensé à ça, mais les gens peuvent l'interpréter à leur manière. Transition politique, défis sociaux ou encore art de l'islam, autant de thèmes qui se retrouvent dans les 90 œuvres présentées dans l'exposition, où les plus grands artistes de la région côtoient les nouveaux talents. Et c'est la fin de notre tour d'horizon au Moyen-Orient. À très bientôt sur France 24.